Et bonjour à tous, on est très content aujourd'hui de recevoir Florent dans ce nouveau podcast, rendez-vous un peu économique, un peu marché du travail. Il y a Florent qui va nous expliquer plein de belles choses sur l'évolution en gros du monde du travail. Est-ce que d'abord tu vas bien Florent? Ça va très très bien. Merci Raphaël de me recevoir aujourd'hui. Bah, C'est un plaisir. ça fait très plaisir, ça fait longtemps qu'on parle de ce Ouais, rendez-vous. On a plein de petites choses à dire, j'espère que ça va vous plaire à tous. Et je voulais rentrer un peu, voilà, un peu les pieds dans le plat directement ouais, bien sûr. avec une question qui me taraude depuis qu'on prépare cette émission. Est-ce que le CDI est mort, Florent? Alors je pense que effectivement, le CDI n'est peut-être pas entièrement mort, mais je pense que c'est vraiment la fin d'un monde du travail tel qu'on l'a connu et le début d'un autre, avec plein de nouvelles formes d'emploi qui vont fleurir. Tu vois, il y a des stats qui sont assez intéressantes. On enregistre des chiffres records de démissions sur le premier Mm. trimestre 2022. Associé à ça, à des chiffres records de création de structures indépendantes sur ce même premier trimestre. Et en fait, je pense que tout ça, c'est vraiment le constat d'un rapport au travail qui a complètement changé depuis la crise sanitaire. Euh, Notamment, il y a différentes études, tu vois, qui ont été menées par différents organismes publics, étatiques. On a le sentiment qu'aujourd'hui, la population active souhaite avoir davantage d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, couplé à davantage de liberté et d'autonomie dans son activité. Et ça, les modèles d'indépendants permettent d'y répondre favorablement. Pourquoi? Parce que du coup, quand tu es sur cette forme-là, tu n'as plus un manager en face de toi, tu as un client pour qui tu dois assurer une prestation, assurer un service. Et en fait, il n'y a plus cette notion de lien de subordination. Et aujourd'hui, ce lien de subordination, clairement, il est vraiment remis en question par la population active. En fait, on se rend compte que culturellement, aujourd'hui, on est en 2025, euh, la population active ne souhaite plus être vouée corps et âme auprès d'une hiérarchie dont il va avoir tendance de plus en plus à douter de la crédibilité et de la légitimité. Ok. Pourquoi? Parce que on est tombé dans des organisations, des très très grosses structures. C'est fini les boîtes un peu familiales. Globalement, il y a eu beaucoup face à la mondialisation, de rachats, ce genre de choses. Et en fait, on est tombé dans des structures qui sont très matricielles, où tu as de plus en plus de managers dans tous les sens et très peu de personnes qui font réellement les choses. Tu veux dire une interférence entre vraiment la valeur créée et le nombre de personnes qui travaillent vraiment dans l'entreprise, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de salariés qui se rendent compte que bah, finalement, dans la valeur qu'ils génèrent au quotidien, ils récupèrent qu'une petite partie de cette valeur-là et que l'écart entre les deux, bah, finalement, ça va financer des grosses organisations qui sont assez lourdes. Tu vois, il y a un conférencier qui parlait de bullshit job, des passagers clandestins, et c'est un peu ce qu'on va avoir tendance à retrouver dans certains grands groupes, si tu veux. Donc Ok. il y a ces études-là qui ont démontré qu'aujourd'hui, on souhaite être un peu plus détaché professionnellement. Ça ne va pas dire ne plus être impliqué dans le boulot, mais ça veut dire garder une certaine distance, assainir les relations professionnelles. Il y a un autre phénomène aussi qui a contribué au développement des modèles indépendants en France, post-Covid notamment, c'est le phénomène inflationniste. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actifs qui sont vus leur pouvoir d'achat un peu diminuer, parce que l'inflation c'est quoi? C'est une diminution de la valeur de la monnaie en gros. Et donc pour certains actifs, le seul moyen de conserver un certain niveau de vie ou d'aller en chercher un supérieur, bah, parfois c'est un peu en se précarisant. Tu vois, nous on rencontre de plus en plus de personnes qui quittent le modèle CDI classique pour repartir par exemple sur de l'intérim, parce que bah, avec les indemnités de fin de mission, etc., tu peux aller chercher des revenus qui sont supérieurs. Oui, et donc Euh, augmenter ton pouvoir d'achat, quoi. ouais, voilà, exactement. Exactement. Mais tu es moins protégé. Là où le CDI, historiquement, a toujours été un peu la sécurité pour tout le monde. C'est Ok. vrai, effectivement. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il existe des nouvelles formes d'emploi qui te permettent aussi d'entreprendre, d'avoir un modèle un peu indépendant et en même temps de conserver cette sécurité du salariat. Je pense notamment, tu vois, au portage salarial, euh, qui est un sujet qui me parle particulièrement puisque Ouais, mais on va y venir, mais j'avais une petite question avant, parce que tu me parles de changement de société, de changement de modèle un petit peu culturel. Est-ce que ce que tu dis, ça veut dire que demain, tout le monde va être auto-entrepreneur? Alors non, parce que du coup, c'est pas fait forcément pour tout le monde de créer sa structure, etc. Mais je pense que avec l'arrivée de la tech, notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle, euh,
je pense que ça sera moins de risqué de se lancer à son compte, ou de soit de lancer une entreprise, ou d'être indépendant ou solopreneur, que d'être tout simplement salarié dans un grand groupe, quoi. Pourquoi ? Parce que quand tu es sur ce modèle-là, tu n'as pas le choix que de t'adapter aux besoins du marché et d'essayer en permanence de te remettre en question pour apporter de la valeur ajoutée. Alors que le problème des grosses structures, c'est que tu peux te retrouver sur un modèle avec un peu d'inertie. Tu n'as pas forcément de remise en question, que tu fasses ou que tu ne fasses pas ton travail. À un moment donné, de toute façon, tu es quand même payé à la fin du mois. Et le problème, c'est que pour continuer à être compétitif face à cette mondialisation, en fait, il faut que tu continues, si tu veux, d'essayer d'apporter de la valeur ajoutée. Ça, c'est très important. Tu vois, j'ai une anecdote assez marrante par rapport à ça, c'est que tu prends tous les grands du luxe, Kering, LVMH, etc. Aujourd'hui, sur les très gros projets porteurs, ils font même plus appel, si tu veux, à des salariés. Ils embauchent une dream team, embaucher. Ils font appel à une dream team d'indépendants, de freelance, qui justement, parce qu'ils sont toujours en quête d'innovation, de booster un peu les projets, vont se faire accompagner pour justement amener l'entreprise plus loin, quoi. Et juste sur la période du projet, quoi. Ouais, Et exactement. donc ils vont pas être salariés, ils vont pas alourdir entre guillemets la boîte et après ils vont quitter juste après le projet, quoi. Exactement. Ok, et du coup, ce que tu nous dis, c'est que comment on fait du coup si on veut tenter sa chance en freelance, en fait on se retrouve un peu sans parachute, quoi, aussi. Alors oui et non, je dirais que le risque il est mesuré dans le sens où tu vois, notamment post-Covid, post-crise sanitaire, il y avait un contexte qui était hyper favorable au développement des modèles indépendants. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'opportunités sur le marché. Il était presque même plus facile de trouver, si tu veux, un client avec qui tu vas t'entendre sur les aspects financiers, les conditions opérationnelles, les conditions de travail, que de trouver un employeur avec lequel tu vas t'entendre sur ces mêmes sujets. Tu vois, parce que le problème des employeurs, c'est qu'aujourd'hui, ils sont confrontés il faut qu'on applique une politique salariale. Tu vois, il faut qu'on essaie de conserver une équité sociale. Et dans un monde où on cherche de plus en plus de la personnalisation, nous, en tant que population active ou autre, de manière générale, malheureusement, les employeurs, ils ont des limites par rapport à ça. Et ils ne peuvent pas toujours satisfaire les besoins de leurs salariés parce qu'il y a cette notion de politique salariale à respecter. Si tu veux, c'est comme si, moi, j'étais ingénieur dans l'informatique, j'ai 10 ans d'expérience, un certain niveau de qualification, et j'estime que je mérite mieux que Jacques, par exemple, qui a le même bagage, mais pas tout à fait les mêmes années d'expérience que moi, pas tout à fait développé les mêmes compétences. Aujourd'hui, quand tu rentres dans une société, on ne peut pas trop différencier ça. Ouais. Alors que sur un modèle indépendant, tu peux y arriver. Oui, par rapport à la valeur que tu génères finalement. Exactement, toujours pareil. Ok. Et le marché récompense réellement ça. D'accord. Donc en fait, ça favorise évidemment le côté auto-entrepreneur et en indépendant. En revanche, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que voilà, on a un peu moins de sécurité et tu nous parlais un peu d'un entre-deux, justement. Ouais, complètement. Donc, avec ces changements de mentalité, ces changements de rapport au travail, il y a pas mal de modèles qui se sont développés, dont le portage salarial. Ok, ouais. Moi, aujourd'hui, je dirige une entreprise de portage salarial. Il faut savoir que le marché, c'est à peu près 10% de croissance nette par an depuis 10 ans. Ça, c'est vraiment... c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça s'est vraiment accéléré post-Covid, post-crise sanitaire. Moi, j'ai lancé l'entreprise en mars 2020. Tu vois, période de confinement, tout était à l'arrêt. Et aujourd'hui, l'entreprise, c'est un peu plus d'une centaine de consultants portés. Donc, on est vraiment sur des gros niveaux de développement parce qu'à la fois, il y a quelque chose de très sécurisant. C'est-à-dire que tu conserves une certaine liberté, tu vas chercher des opportunités financières et en même temps, tu vas conserver aussi tous les avantages sociaux du CDI classique, quoi. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est que parce que quand tu es auto-entrepreneur ou indépendant ou freelance dans plein de trucs, tu peux ne pas aller choper un appartement, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Cotiser pour ta retraite, c'est aussi compliqué. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça l'équilibre aussi que tu as l'air de proposer. Clairement, quand tu montes ta structure indépendante, déjà, quand tu vas avoir le banquier pour un crédit, il va te demander 3 années de bilan. Il va falloir que tu aies des chiffres qui soient assez conséquents, assez intéressants. Là, globalement, on te fait une fiche de paye, quoi. Tu as un salaire qui tombe tous les mois. Tu as cette protection sociale vraiment du statut de salarié. Donc, tu vas cotiser au chômage, à la retraite, prévoyance, invalidité, décès. Donc, au même titre que n'importe quel salarié du privé. Et en fait, c'est ça la force du portage salarial, c'est que tu vas bénéficier de tous les services mutualisés d'une entreprise et la force de frappe d'une entreprise. C'est-à-dire que nous, quand on va négocier des contrats mutuels,
bah, on va voir la mutuelle et on arrive personne. avec un volume. Voilà. Alors que quand tu es indépendant, bah, finalement, il faut que tu ailles chercher un contrat individuel qui va te coûter cher avec peu de garanties. Pareil pour la prévoyance, etc. Tu vas devoir prendre ton comptable. Voilà. Nous, en gros, on s'occupe de toute la partie administrative, de te protéger, de te sécuriser. Et si en plus de ça, bah, à la fin de ta mission, ton activité, tu rencontres une difficulté, on va même t'accompagner pour aller essayer de te sécuriser et d'ouvrir des droits chômage. Ok. Donc c'est vraiment un modèle qui permet de combler un peu bah, tous les manquements d'un modèle traditionnel indépendant, tu vois. Tu vas pouvoir vraiment cumuler les avantages des deux mondes, quoi. La sécurité, la sérénité du statut de salarié, couplée à la liberté, l'autonomie et les opportunités financières d'un indépendant. Ok, et juste au niveau rémunération, qu'est-ce que ça change entre quelqu'un, par exemple, un consultant qui est salarié dans une grosse boîte, un cabinet de conseil, et qui passe en portage le lendemain? Est-ce que ça y a une évolution? J'imagine que... Ouais. Nous, les constats qu'on a fait, c'est que en moyenne, ceux qui nous rejoignent, qui font le pas de basculer vers un modèle portage salarial, consultant porté, globalement, ils prennent entre 15 et 20% sur leur rémunération. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ah oui, c'est sympa, ouais, ok. C'est énorme tout en conservant cette structure un peu salariée et indépendant, quoi. Ok, et Donc, si tu veux, il n'y a rien qui change pour eux, quoi. Finalement, les clients, c'est quasiment les mêmes qu'avant. oui, c'est le même boulot, même client, Exactement. même manière de fonctionner, Ouais. et juste t'es pas au bureau, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, et en plus de ça, tu vas pouvoir vraiment aller négocier des conditions de travail que, bah, comme en tant que salarié classique, tu n'aurais pas forcément pu avoir, par souci aussi d'équité sociale dans l'entreprise. C'est-à-dire que bah, quand tu es consultant indépendant, si tu es bon dans ce que tu fais, et que tu souhaites par exemple travailler en télétravail 3 jours par semaine, bah, le client peut refuser sous prétexte que ça ne fonctionne pas par rapport à son besoin, etc. Mais il ne peut pas te refuser sous prétexte que lui, sa politique salariale interne, c'est 1 jour de télétravail par semaine. Bien sûr. Tu vois ? Ouais. Donc enfin, ça répond quand même au fantasme un peu auto-entrepreneur de auto-patron, quoi. Chacun son propre patron. Exactement. Et t'as plus d'ordre. Enfin, ton ordre, c'est juste de finir la mission et d'aller bien au bout de ce qu'on te demande, quoi. Et donc ouais, depuis le début, on parle de nouveaux modèles culturels, de cette envie, ces changements de mentalité en France et tout ça. Mais en fait, en préparant l'émission, j'ai vu que ça concernait aussi beaucoup les seniors, le portage salarial. Ouais, bien sûr, de plus en plus, parce que ça se démocratise aussi de plus en plus. Et on est dans un contexte économique où pour certains employeurs, c'est compliqué de travailler avec les seniors. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des niveaux d'expérience qui sont assez importants, d'expertise du coup assez importants, qu'ils souhaitent valoriser. Et malheureusement, dans un contexte où les entreprises doivent continuer à être de plus en plus compétitives, elles ont du mal à s'inscrire dans la durée avec elles et avec ces personnes-là et à les embaucher, quoi. Ouais, très en clairement. CDI, tu veux dire, parce que ça va CDI. être lourd pour elles. Exactement. Et donc du coup, le portage salarial ou même les modèles indépendants de manière générale, ça peut être vraiment un levier qui va permettre, si tu veux, de booster leur employabilité. Parce que bien souvent, quand tu as besoin d'une expertise, tu as besoin d'une expertise sur une période donnée, sur un projet bien spécifique, et tu ne sais pas t'engager sur une très très longue durée. Et donc pour ces profils-là, ça peut être un moyen vraiment d'augmenter cette employabilité-là, et de conserver un certain niveau de vie, surtout que c'est des profils, ce que je te disais, qui en off, qui ont tendance à essayer de chercher, d'augmenter un peu leur retraite notamment, et de cotiser pour leur retraite, parce qu'ils arrivent quasiment en fin de parcours professionnel. Et donc, le portage salarial, finalement, ça devient une solution pour eux de conserver quand même un niveau de rémunération brute élevé, de continuer à cotiser justement pour la retraite et de cumuler comme ça justement pour la suite, quoi. Ok, bon c'est super ça. Et ça représente, je sais pas, quelle part de porter les seniors? Alors nous, dans l'entreprise, je dirais que aujourd'hui c'est 10% quoi, à peu près. Ok. Et c'est une proportion qui augmente, tu dirais? C'est quelque chose qui... Ouais, c'est une proportion qui augmente parce que, encore une fois, le portage salarial se démocratise. Et tu vois, même je vais aller plus loin, on a même des retraités qui nous rejoignent aujourd'hui parce que les retraites, elles ont quand même tendance un petit peu à diminuer. C'est fini l'époque des 30 glorieuses et après, quoi, en gros. Et donc nous, du coup, pour pouvoir justement un peu combler la rémunération de retraite qu'ils peuvent percevoir, ils vont justement accompagner des entreprises, facturer de la prestation et venir combler le revenu de cette manière-là, quoi. Ok, c'est trop bien. Et du coup, juste pour élargir un petit peu et dézoomer un tout petit peu, c'est quoi le profil type de celui qui franchit le pas aujourd'hui en portage salarial?
Nous, les profils qui nous rejoignent essentiellement, c'est, je dirais, profils qu'on fait des études, globalement, je dirais entre bac plus 3, minimum bac plus 3, bac plus 5, voilà. Mais après, ça peut être aussi des autodidactes, des personnes qui sont montées en compétence sur une expertise vraiment métier, sur de la niche. On est essentiellement quand même sur des métiers de prestation intellectuelle. On ne va pas se leurrer puisqu'on ne peut pas porter tous les profils. C'est assez réglementé à ce niveau-là. On ne peut pas porter des métiers du service à la personne, par exemple, ou les métiers réglementés, Ok. tu vois, type avocat, comptable, etc. Donc en fait, on va s'adresser à une bonne partie quand même de la population active finalement. Ok. Et justement, tu me disais que le portage, c'est assez récent. Ouais. Est-ce que c'est... Enfin, comment ça se passe du coup ce milieu-là? Est-ce que c'est bien réglementé? Ouais, ça c'est un vrai sujet. En fait, il faut savoir que le portage d'un point de vue réglementaire, c'est très récent. Au-delà Ok, ouais. de la démocratisation aujourd'hui, que ça rentre dans les mœurs, etc. Puisque nous avons notre propre convention collective de portage salarial qui a été signée en 2017. Ah oui, d'accord, c'est tout Donc récent. c'est tout frais, ça a à peine 7-8 ans. Le dispositif, quant à lui, du portage salarial, il a apparu en France fin des années 80, début 90. À la base, c'était un modèle un peu associatif. On partait d'une fraude, hein, il n'y avait pas de cadre légal. Et l'idée, c'était un peu de s'inspirer des modèles anglo-saxons sur les umbrella compagnies qu'on peut retrouver notamment en Angleterre. Et en fait, ça s'est inscrit dans le Code du travail en 2008, parce que notamment le ministère du Travail trouvait cette forme d'emploi plutôt innovante, plutôt intéressante. Jusqu'à arriver, comme je te disais, à la signature de la convention collective en 2017. Et le problème, vu que c'est un modèle qui est assez récent, on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises de portage salarial qui se sont créées dans les années 2000, finalement, qui ont encore des pratiques, si je puis dire, des années 2000, Oui. sauf qu'entre-temps... Avant la réglementation, quoi. Exactement. Sauf qu'entre-temps, tu as eu de la réglementation qui est rentrée en vigueur. Et donc, du coup, c'est un marché qui est aujourd'hui un peu biaisé parce que malheureusement, tu te retrouves avec un peu de tout et n'importe quoi dans la nature. Et nous, si tu veux, avant de monter Selfie, avec l'équipe avec laquelle on a lancé ce projet-là, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de malfaçons, si tu veux, dans ce secteur-là. On a mené la plus grosse enquête de l'histoire du portage salarial. Pour te dire, on a audité quasiment une centaine de boîtes. On a essayé de voir... Ouais, c'est un boulot d'acharné, très clairement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de tout et n'importe quoi. Il y avait des boîtes qui payaient des congés payés, par exemple, d'autres qui les provisionnaient. Il y avait des boîtes qui n'avaient pas de garantie financière, alors que ça, c'est une obligation légale. On doit avoir une garantie financière en portage salarial. Alors que je t'explique très rapidement, la garantie financière, c'est une assurance qui permet de couvrir l'ensemble des salaires des salariés portés de la structure si nous, on rencontre, par exemple, des difficultés économiques, quoi. Par exemple, trop d'impayés clients, ce genre de choses. Donc toi, par exemple, tu m'as dit que tu as une centaine de portées, tu dois être en capacité de payer leur salaire Complètement. Nous, il faut qu'on ait la trésorerie pour pouvoir effectivement payer leur salaire, puisqu'on fait toute l'avance de trésorerie. On doit prendre pour eux tout le risque financier. Tu vois, ça c'est la grosse différence à un indépendant. C'est qu'un indépendant, lui, il est payé lorsque sa facture est honorée par le client, si tu veux. Ça peut mettre du temps en plus. Ah ouais, 30 jours, 45 jours, parfois malheureusement pas du tout. Nous, même si son client ne nous paye pas, on assure sa rémunération dans son intégralité au mois le mois. Et là, c'est pareil, tu te retrouves avec des boîtes qui, dans le secteur, payent par exemple au moment où le client a payé la facture. C'est-à-dire que le consultant porté, il a fait sa mission un mois et il est payé 3 mois après. Et donc, ils prennent zéro risque en fait. Bah ouais, et ça, c'est complètement illégal, tu vois. Et donc, nous, l'idée, à travers cette grosse enquête, on s'est rendu compte de plein de malfaçons, si tu veux, qui n'ont jamais été retoquées parce que finalement, vu que c'est récent, il n'y a pas eu encore beaucoup de jurisprudence dans notre secteur d'activité. Et donc, nous, l'idée, ça a été de dire, voilà, les piliers fondamentaux de l'entreprise, ça va être de faire du portage salarial éthique, transparent et en phase avec la réglementation pour à la fois protéger nos consultants portés et surtout également, je dirais, nos clients. Ok. Et donc là, vous vous détachez un peu du côté un peu Far West du marché de ce portage salarial qui existe depuis les années 2000, quoi. Ouais, clairement. Ok. Et donc pour toi, c'est ce que tu as dit, hein, une bonne boîte, c'est d'abord une boîte un peu transparente, éthique et en plus qui respecte la légalité, ce qui paraît la base, mais apparemment... Ce qui paraît la base, et finalement dans notre secteur d'activité, tu te rends compte
que ça l'est pas tant que ça. Et c'est pour ça que nous, on a même essayé d'aller un peu plus loin dans notre approche parce que, ok, faire une boîte de portage éthique, transparente, en phase avec la réglementation, voilà, c'est, comme tu disais, ça devrait être normal, on ne devrait pas le remarquer. Et c'est pour ça que à un moment donné, je me suis posé avec les équipes pour voir dans quelle mesure on pouvait apporter un élément différenciant à notre secteur d'activité. Et je me suis posé, je me suis dit, en fait, nous, notre métier, c'est quoi? En gros, c'est la paye. Le principal de notre métier, c'est la paye. Et en fait, j'ai fait appel à différents experts en paye, parce qu'il faut savoir en France que gestionnaire de paye, c'est un vrai métier qui n'existe qu'en France. Ouais. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, on a identifié, parce qu'il y a plein de mécanismes dans la paye, il y a des déclenchements de tranches, des déclenchements de cotisations, ce genre de choses, en fonction des rémunérations perçues, de ce que tu as pu payer les mois précédents, etc. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait différents leviers légaux qui permettaient à chiffre d'affaires équivalent pour le consultant d'aller chercher un maximum de rémunération brute, d'aller chercher un maximum de net à payer et d'être en mesure aussi de travailler sur le net imposable. Parce que ce qui compte, oui, in fine, c'est combien tu vas toucher en net, mais c'est combien tu vas toucher aussi en net après impôt sur le revenu. Bien sûr. Et tu vois, c'est là où nous, on a vraiment poussé le curseur jusqu'au bout. On fait un vrai travail d'ingénierie salariale. Et c'est pour ça que nous, la paye chez Selfie, elle n'est pas automatisée. Tu vois, c'est vraiment, on ne fait pas du clic-bouton, quoi. On analyse chacune des payes, chacune des fiches de paie de nos consultants portés pour voir dans quelle mesure on peut les accompagner au mieux chaque mois. Ok, donc c'est vraiment un par un, à échelle du porté, que vous allez voir comment étudier chaque cas, quoi. Exactement. Là où quelquefois tu as des solutions un peu en bloc qui ne correspondent pas à tout le monde. Exactement. Parce qu'on s'est rendu compte également, mais ça c'est valable pas que dans notre secteur d'activité, que finalement, il y a beaucoup de services, un peu comme les notes, etc., où c'est fait, mais c'est très mal fait. Il y a très peu de premium. Et nous, là où on a voulu vraiment apporter de l'importance, c'est sur le premium, c'est sur l'accompagnement de haute qualité, un service cousu main. Ça, c'est très important pour nous. Oui, de ne pas avoir une formule tout en un que tu balances à n'importe qui, de n'importe quelle manière. Ok, et c'est vraiment ça, la différenciation. Et du coup, vous êtes souvent en contact avec les portés? Ouais, clairement, on a un vrai rapport de proximité avec eux. Ça, c'est très important aussi pour nous parce que, en fait, dans ce conseil-là qu'on va leur apporter au niveau de la fiche de paie, on a besoin même d'aller un peu plus loin, presque dans leur vie privée. Si tu veux, un peu comme un gestionnaire de patrimoine qui va te poser des questions, si tu es marié, si tu as des enfants, etc. Et nous, justement, pour pouvoir apporter cette ingénierie salariale-là, on est obligé de se renseigner un petit peu et de créer cette proximité avec eux. Et c'est pour ça que dans certains cas de figure, je parlais tout à l'heure qu'en moyenne, les consultants portés pouvaient toucher 15 à 20% de plus. Nous, parfois, on arrive à aller chercher des 30, 40, 50% de plus que sur un modèle traditionnel, quoi. Un CDI classique. Et ça, par exemple, justement, c'est pas une obligation que vous avez juridique d'aller se renseigner à tel point, mais c'est un peu la valeur ajoutée de votre boîte. C'est l'élément différenciant, c'est la valeur ajoutée. Encore une fois, il y a très peu de premium dans notre secteur d'activité. Et là, c'est là où nous, on a vraiment voulu mettre l'accent dessus pour justement se différencier sur le marché. D'accord. Et est-ce que ça implique que vous êtes un peu plus cher que d'autres, enfin en tout cas sur ce qui est affiché ou... Alors, sur ce qui est affiché, si on doit parler, parce qu'on parle en règle générale de pourcentage de frais de gestion, donc c'est la com que prend l'entreprise de portage salarial. Sachant que plus le chiffre d'affaires du consultant est élevé, plus le pourcentage diminue. Très clairement, si on doit se mettre, on doit se comparer par rapport au marché, on va être plus élevé que nos confrères. On va être plus élevé, mais parce qu'on ne prend que des frais de gestion et rien d'autre. Quand aujourd'hui, le constat qui a été fait après la grosse enquête dont je t'ai parlé, c'est que la majeure partie des entreprises de portage salarial vont prélever en plus des frais de gestion, d'autres frais, et bien souvent à l'insu du consultant porté, du salarié porté. Alors pourquoi elles font ça? Pour être tout simplement attractif commercialement, parce que c'est plus facile d'annoncer 3% de frais de gestion pour justement attirer un peu du client. Sauf qu'en réalité, tout le monde sait que c'est économiquement pas viable. Une entreprise qui fonctionne avec 3 points de marge, ça n'existe pas. Parce que pour être économiquement viable, il faut que tu arrives à dégager quand même du résultat. Et donc,
ces entreprises-là, hein, on retombe un peu dans la malhonnêteté de ce que je te disais tout à l'heure, eh bien, elles vont avoir tendance, par exemple, à gonfler des cotisations patronales sur le bulletin de salaire des consultants. Donc, Oui, à leur insu, en plus, on le et dit. ouais, à leur Ok. insu. Il faut savoir que les cotisations patronales ou même salariales, c'est des cotisations légales qui sont Oui, oui. définies par l'URSSAF. Donc en fait, elles font une double comptabilité, si tu veux. Ah oui, c'est Et complètement vu dingue. que c'est un vrai métier, le bulletin de salaire, ce que je t'ai expliqué, finalement, tu as très peu de personnes qui savent lire un bulletin de salaire. Donc ces personnes-là ne s'en rendent même pas compte. Et après, ce que tu vas retrouver d'autres entreprises qui vont prélever en plus que des frais de gestion, d'autres frais sur les comptes d'activité des consultants portés pour, par exemple, financer, alors là on va rentrer dans les termes un peu techniques, une participation pour la CVAE, la C3S, la RC Pro, ce genre de choses. La RC Pro, c'est l'assurance responsabilité civile professionnelle. La CVAE, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée de l'entreprise. En fait, c'est une taxe, pour te dire, qui dépend de la masse salariale de l'entreprise. Donc ça veut dire que plus la masse salariale de l'entreprise est élevée, plus la taxe va être élevée. Sauf qu'en en aucun cas, c'est lié à l'activité du consultant porté. Oui, bien sûr. Donc nous, pour le coup, on a pris cette décision-là qui est la plus honnête, la plus transparente, et en phase avec la réglementation, qui a été de dire on ne prend que des frais de gestion et rien d'autre. D'accord. Et en fait, malgré que notre pourcentage est plus élevé, on se rend compte que dans la totalité des cas de figure avec qui on se compare avec des confrères, etc., on a un taux de restitution qui est beaucoup plus élevé. D'accord. Le taux de restitution, ça veut dire c'est qu'est-ce qui est capable de restituer l'entreprise de portage salarial en termes de rémunération nette. Au porté. Ouais, exactement. Okay. Et c'est là où on fait la vraie différence avec notre travail d'ingénierie salariale. Ok. Donc en fait, ce que vous assumez comme taux un peu plus cher, vous allez le compenser avec l'ingénierie salariale. Ouais. Et en plus, pas de micmac derrière, de frais cachés. Et en plus, c'est juste une histoire de facial, de taux. Parce qu'en réalité, on prend même moins que nos confrères puisqu'on restitue plus d'argent derrière. Donc finalement, c'est juste du facial qui est plus honnête, qui est plus assumé, tout simplement. Ok, mais parce que là, tu parles beaucoup des autres boîtes et tu dirais que c'est quoi la proportion de ces boîtes qui jouent un peu avec la légalité? C'est quoi? C'est 20%, c'est 30%, c'est 50% ou c'est plus que ça encore? Ah non, c'est beaucoup plus que ça. L'enquête, elle est désastreuse malheureusement pour notre discipline. Je dirais qu'aujourd'hui, tu as peut-être 80-85% de tous ceux qu'on a consultés, audités en quelque sorte, qui sont pas du tout en phase avec la réglementation et qui manquent clairement de transparence. Et est-ce qu'ils sont au courant de cet audit pour l'instant? Alors, tous ne le savent pas forcément, puisqu'en gros, on a fait un peu cobaye en quelque sorte. C'était avant même qu'on lance l'entreprise. Pourquoi? Parce que moi, le projet à la base, j'avais pas du tout pour vocation à monter une entreprise de portage salarial. Moi, j'étais dans une société de conseil. Je pensais peut-être à me mettre en portage salarial parce que je trouvais que le concept était hyper intéressant, si tu veux. Et je me suis retrouvé dans un cas de figure où il fallait que je trouve une entreprise de portage salarial. Et moi, je voulais pas me planter dans le choix de cette entreprise de portage salarial parce que moi, en tant que client, j'avais une mauvaise expérience avec 2 d'entre elles. On s'était retrouvé avec l'inspection du travail chez nous sur site client, contrôle URSSAF, etc. Donc pour moi, c'était hyper important de ne pas me planter dans ce choix-là pour justement pas mettre en difficulté les entreprises potentielles clientes avec qui je pouvais bosser à l'époque. Oui, pour rester crédible en plus toi en tant que consultant. Exactement, exactement. Et donc du coup, après avoir vu 3, 4, 5 entreprises, je me suis rendu compte que les discours manquaient clairement de cohérence. Il y avait beaucoup d'opacité justement sur les simulations, ce genre de choses. Et donc c'est là où on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai l'impression que le discours manque vraiment de cohérence. Et donc c'est là où on a fait cette enquête, on a mené vraiment toutes ces études. Et on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et on va amener l'entreprise du portage salarial, je dirais, à un niveau que personne a su amener jusqu'à présent, quoi. Ouais, parce qu'en plus, si on enlève toutes ces mauvaises pratiques, le côté un peu Far West du secteur pour l'instant et tout ça, c'est quand même aujourd'hui où le contexte économique n'est pas tout le temps favorable, ça amène on parle beaucoup de flexi-sécurité et c'est quand même ça un peu le cœur du sujet. Donc en fait, on aurait tous à gagner que ça se passe plutôt bien et que le portage continue à prendre une part importante dans le marché du travail, quoi. Ah mais clairement, parce que ça répond à un besoin aujourd'hui, encore une fois, face à la mondialisation, il faut être agile. Il faut être capable
d'acheter ce que l'on consomme. C'était vrai il y a un petit moment sur la logistique, tu vois, sur les matières, etc., avec le zéro stock, le flux tendu, ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai avec les ressources humaines. Pourquoi ? Parce que face à la mondialisation, encore une fois, il faut être vite capable d'accompagner la croissance d'une activité et aussi être vite capable d'accompagner les baisses d'activité. Et en même temps, en face de ça, on a des personnes qui ne souhaitent pas forcément prendre tous les risques. Et donc c'est là où le portage salarial, ça peut être vraiment l'alternative hyper intéressante, quoi. Ok. Eh ben écoute, ça me fait très plaisir cet entretien. Est-ce que juste pour un parti un peu plus, comment dire, émotionnel, est-ce que vous avez du coup un rapport avec les portés? Parce que finalement, vous représentez énormément pour eux, parce que vous êtes à la fois, j'imagine, un peu le comptable, vous êtes un peu le boss, parce qu'on n'a plus de patron quand on est indépendant, mais ils viennent quand même chercher chez vous quelque chose autre que l'optimisation du salaire ou choses comme ça. Ouais, bien sûr. La dimension humaine, elle est très importante pour nous dans un monde où on digitalise énormément, on automatise énormément pour justement faire du volume, récupérer de la data, ce genre de choses. Nous, on n'est pas du tout sur ce modèle-là. Encore une fois, on souhaite faire de la qualité, et pour faire de la qualité, il faut qu'on puisse avoir un rapport de proximité avec nos consultants portés. Moi, aujourd'hui, je les connais quasiment tous. Et il n'y a que comme ça qu'effectivement, on peut aussi se différencier. Il faut savoir qu'ils sont certes salariés de l'entreprise de portage salarial, donc de Selfie, mais ils sont également nos clients. Et donc, nous, on doit les protéger et on doit les sécuriser et avoir pour ce fait ce rapport de proximité. On est en contact assez régulier avec eux pour anticiper même sur des fins d'activité, pour voir dans quelle mesure on pourrait les accompagner. S'il y a besoin, par exemple, de rebondir sur une autre mission, nous, on a un réseau à leur partager, puisqu'on a des partenariats. Ouais, carrément. On a un partenariat avec plein d'entreprises. Alors, on n'est pas une société de service, de conseil, c'est pas notre job, bien évidemment. Mais l'objectif, c'est vraiment de les accompagner au mieux. Ok. Eh ben écoute, fantastique, j'étais très content de te recevoir, Florent. Merci à toi. Dans cette émission. Je pense que vous avez mieux compris ce qu'était que le portage salarial et les évolutions du marché du travail. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures économiques et sociales, évidemment, c'est le thème du podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, et on se retrouve tous sur la chaîne de Selfie. À bientôt.